Bonjour à tous. Donc Sandy Rousson, je me représente pour ceux qui n'étaient pas là hier. Donc je suis psychologue clinicienne à Forcalquier. Voilà, j'ai un cabinet à Forcalquier. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour écouter donc Dominique Padet, qui est également qui travaille du coup aussi à Forcalquier. Donc Dominique est psychopédagogue et psychanalyste. Elle a beaucoup travaillé dans son parcours avec des publics marginalisés, donc des toxicomanes, des personnes sortant de psychiatrie, de prison et des personnes sans domicile fixe. Elle a créé un lieu ressource à Chartres. Voilà, donc c'est une clinique de 30 ans. Elle a été formée aussi au collège de psychanalyse et d'anthropologie à Paris et dans d'autres courants de pensée psychanalytique. Donc, au fil de ces 30 ans de clinique, au fil de la clinique, au sein de son travail au cabinet en recevant du coup des adultes et voilà, des familles, et au fil de ses supervisions aussi en institution, les supervisions qui sont donc des analyses de pratique pour les soignants qui travaillent dans les institutions. Donc elle a été interpellée par la fréquence des situations d'inceste et s'est donc intéressée à la question du psychotraumatisme. Son approche clinique se fait donc également par la psychogénéalogie. Donc juste vous dire, je le faisais remarquer à Bruno Clavier, que c'est pas un hasard si les psychologues qui sont intervenus pendant toute la semaine, donc 4, si en fait on est spécialisé en transgénérationnel, je pense que c'est un des outils indispensables et précieux pour justement comprendre et saisir les mécanismes et surtout travailler sur la question des origines des abus sexuels. Donc Dominique nous propose de repenser l'inceste donc comme symptôme de répétition à travers les générations. Donc comme vous allez pouvoir le constater, et comme vous l'avez peut-être déjà constaté, chaque analyste a son style. Donc, chaque intervention aussi aura son style, qui sera sûrement différente, mais tout aussi passionnante. Donc, Dominique propose donc une introduction théorique pour recentrer son propos, pour savoir d'où elle parle. Puis elle proposera une discussion avec la salle pour co-penser ensemble et réfléchir ensemble à ce que provoquent les abus sexuels dans la psyché et dans les familles. Voilà, bonne écoute. Bonsoir. Alors je vous préviens, je ne suis pas dans ma situation préférée. Je suis plus à l'aise dans mon cabinet à recevoir des patientes et à faire des supervisions d'institutions. Alors je vais me dépatouiller comme je peux, c'est pour ça que j'ai raccourci mon intervention, comme ça m'embête moins. Et après, je vous propose de faire un jeu de questions-réponses dans lequel je suis plus à l'aise, si ça vous va. Alors, déjà, je voudrais vous remercier Alors voilà, j'ai de l'émotion tout de suite. Bon ben voilà, les psys, ça c'est ému aussi. Je voulais vous remercier de la manifestation. Je trouve ça important qu'il y ait une manifestation de ce genre dans ce petit bourg de 6000 habitants, où je ne m'attendais pas à la trouver, où je trouve ça très bien de la trouver. Alors, après, je vais un peu lire parce que ça va être plus facile pour moi, et après je vais débattre avec vous, je serai plus à l'aise, je vous promets. Alors, mon intervention prend le prisme de la psyché, soutenue par un cadre de référence théorique qui est la psychanalyse, celle que je me suis appropriée, celle qui me parle. Je ne prends donc pas ici l'entrée par la sociologie, par le féminisme. Je n'y parlerai ni de patriarcat, ni de matriarcat. Peut-être avec vous après, si vous voulez. Je pense que chacun de notre place, nous pouvons œuvrer pour diminuer les situations d'inceste, d'incestuel, de violence intrafamiliale et conjugale. Ça passe par supporter, tout en les discutant, les différences de point de vue, d'émotions, d'engagement. Je prends le prisme de la psyché, y compris bien sûr de sa dimension inconsciente. En premier lieu, parce que j'ai décidé, assez tôt pour moi-même, que je n'allais pas attendre que la société change pour vivre au plus près ma vie telle que je voulais qu'elle soit.
Par exemple, attendre que la fin du patriarcat, ma phrase n'est pas du tout claire, attendre la fin du patriarcat pour être une femme dans le sens que je donnais à ce mot, ça n'était pas mon projet. La psychanalyse, pour moi, c'est d'abord permettre à quelqu'un de retrouver le chemin de son désir, de sa libido, au sens large, tout en trouvant ensuite les compromis vivables pour soi, avec le monde tel qu'il est. Je vais sûrement être maladroite autour des questions, des formulations liées au genre. C'est au contact de jeunes patients que je découvre, puis me forme à ces dimensions, transition, transgenre, non-binaire, l'assignation à un genre. Souvent aussi parce que j'accompagne des parents déboussolés et inquiets face à leurs adolescents aux prises avec leur identité sexuelle, ou des professionnels qui accompagnent ces situations. C'est plus facile à l'écrit pour moi de faire attention à ces dimensions-là qu'à l'oral, donc excusez-moi si quelque chose est maladroit, mais pas intentionnellement. Accueillir une victime d'inceste, comme tout autre patient, comme psychanalyste, c'est, pour moi, accueillir la personne en la croyant. Jamais je ne me suis dit en accueillant un récit d'inceste, je vais être obligée de retirer mes lunettes parce que je ne vois pas, mais je ne vois plus vous après. C'est pas grave, comme ça j'ai moins peur en fait. J'ai des techniques trop fortes. Jamais je ne me suis dit, en accueillant un récit d'inceste, que la personne fantasmait cet inceste parce qu'elle était amoureuse de son père, que c'était l'expression de ses désirs sexuels pour son père, que c'était son complexe d'Oedipe. Je crois la patiente, le patient, et s'il a besoin de me parler de ce qu'il, elle, a vécu dans la réalité externe, de ce qu'elle a subi, de me décrire précisément certains gestes, certaines scènes, il, elle, aura tout le temps, toute mon écoute. Pour autant, je travaille avec ces concepts, désir, complexe d'Oedipe, fantasme. Être psychanalyste et accueillir des personnes traumatisées, c'est accompagner chacun à trouver son chemin pour vivre au mieux après et avec son traumatisme, en réseau avec d'autres professionnels, en articulation avec ceux qu'emprunte seul le patient, la sublimation de son traumatisme par l'art, les pratiques psychocorporelles, méditation, tai chi, yoga, qigong. Souvent, les patients articulent leur psychothérapie avec moi avec d'autres approches, EMDR, hypnose, tout cela dans la prise en compte et le respect des croyances religieuses, spirituelles, politiques des patients. Toujours être psychanalyste et recueillir des patients traumatisés, c'est ne pas être dans le « tu dois » ou le « il faut ». Laisser chaque victime trouver son chemin. Ne pas dire de tes traumas, tu dois t'en sortir. Tu dois en être malheureuse toute ta vie. Tu dois en rester en colère. D'ailleurs, au sujet de la colère, tout le pari, c'est d'avoir une colère qui ne se retourne pas contre celui ou celle qui est en colère, d'avoir une colère efficace sur la réalité externe. Ne pas être dans le « tu dois passer par le corps » ou « tu dois passer par la psychanalyse ». Le « tu dois porter plainte » où on ne peut pas s'en sortir sans judiciariser. Accompagner en accueillant le récit de la patiente dans ce qu'elle a vécu, ce qu'on appelle, nous, la réalité externe, tout en travaillant sa réalité psychique, la psyché. De l'endroit de l'espace psychothérapeutique, je ne peux rien changer à ce qu'elle a vécu dans le passé. En séance, je peux travailler avec l'autre les traces psychiques du trauma, inceste ou autre, qu'elle a vécu, qu'il a vécu, ou qui a été vécu dans les générations précédentes, et avoir, en travaillant ces traces psychiques, un effet sur les conséquences, sur le corps, quand elles sont d'origine psychosomatique, tout en conseillant aux patients de vérifier auprès d'un corps médical compétent qu'il n'y a pas de maladie avérée. Alors, la psychogénéalogie, que ce soit en individuel dans les séances, en petits groupes, j'organise avec une collègue quelques journées par an pour des petits groupes qui travaillent leur psychogénéalogie, en supervision d'équipe sur les situations abordées. Je ne travaille jamais sans ce cadre de référence, plus jamais. Alors, je voulais vous lire à ce sujet ce qu'en écrit Anne Ancelin-Schussen-Berger, qui est la personne à qui je me réfère quand je travaille en psychogénéalogie. Elle dit « Pour revenir à la psychogénéalogie clinique, je tiens à ajouter qu'elle ne consiste pas à appliquer une grille, ni à trouver de simples répétitions de dates qui ne seraient pas obligatoirement signifiantes. Il s'agit de suivre les méandres des associations de pensée du client
au sens de Carl Rogers, celui qui vient consulter, comme on le fait en psychanalyse, pour l'aider en l'observant et travailler en dialogue en le guidant, par le moyen d'hypothèses à vérifier, pour trouver leur sens spécifique, unique, individuel, personnel et contextuel. Faire de la psychogénéalogie clinique, c'est pour le client poser les valises de son passé et accepter de lâcher prise pour surmonter les dégâts des traumatismes qu'il a incorporés, les contre-coups, les conséquences et les éventuels effets néfastes d'un passé familial, de ses plaies, erreurs, fautes, honte, culpabilité, regrets, déracinement, perte, deuil, et secrets et non-dits, etc. La psychogénéalogie peut aussi servir de fil conducteur pour comprendre sa vie, ses choix professionnels et personnels, éclairer son chemin sans qu'il soit forcément question de traumatisme. Là, c'est un peu en dehors d'ici. Quelques réflexions à ce sujet. Si j'entends souvent que ça aurait été aux générations précédentes de faire ce travail de psychogénéalogie. Certes, mais elles ne l'ont pas fait. Moi, je crois qu'il faut que plusieurs générations épargnent de l'énergie psychique pour qu'à un moment, un descendant reçoive cette énergie et puisse faire ce travail. Je pense aussi, comme d'autres l'ont déjà dit ici, notamment Sandy, mais d'autres, que comme le théorise la systémie, dans un système familial par exemple, si une des variables, un patient par exemple, travaille sur lui, ça fait bouger le système dans son ensemble, du fait du déséquilibre créé par la personne qui travaille sur elle. Attention, un système en équilibre n'est pas forcément un système qui va bien, c'est un système qui tient debout. Alors, psychologie, je vais vous parler d'une expérience de psychogénéalogie en action collective. Effectivement, j'ai travaillé avec des publics très marginalisés pendant une dizaine d'années à Chartres, où j'habitais à l'époque, et j'ai créé un lieu ressource qui les accueillait dans des actions classiques à l'époque, financées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou à des savoirs de base. Je travaillais avec des personnes très éloignées de l'emploi et des personnes illettrées, dans les deux dimensions. Donc j'ai créé cette structure avec une équipe qui a accompagné ces publics dits en difficulté. En fait, les publics en difficulté, c'est les publics qui mettent en difficulté les professionnels, avec un contenu tourné vers la connaissance de soi. Donc nous ne travaillons qu'avec des approches comme l'histoire de vie, le génogramme, l'atelier d'écriture, le théâtre de l'opprimé. Et nous nous sommes fait accuser de payer des psychothérapies sur les budgets d'État à des personnes qui n'avaient pas les moyens de se les payer. Mais tant mieux, ça a duré 10 ans. Nous recevions en groupe des personnes qui sortaient de prison, d'hôpital psychiatrique, de post-cure, des personnes sans domicile fixe, avec lesquelles j'ai par ailleurs animé des groupes de parole pendant plusieurs années avec le bureau d'aide sociale de la ville de Paris. Toujours sur les histoires de vie et la généalogie. L'hypothèse de ce lieu ressource était que se connaître, travailler sur soi, hors thérapie, avec un dispositif ad hoc, était un vecteur de résolution d'autres difficultés. Les addictions, l'errance, d'autres problématiques, si vous voulez, on y reviendra. Les personnes venaient dans cette action pour résoudre des difficultés, d'apprendre et de s'insérer. Et dans cette action, dans une de ces actions, c'était un module de préparation à l'apprentissage pour des jeunes de 16 à 25 ans, dans une pleine chambre de métier. Et un jour, c'est ma première expérience marquante de psychogénéalogie. J'étais au tableau en train d'expliquer comment ils allaient tracer leur généalogie. Tout le monde était d'accord. Je traçais les codages, les générations, et j'entends Christophe, 16 ans, qui me dit « Madame, comment on fait quand on est le fils de son grand-père et de sa mère ?» Bon, voilà, ça c'est une première expérience marquante. Donc je lui ai expliqué comment on faisait, ça je savais. Mais après, on s'est posé avec le groupe, et dans un groupe de parole avec des professionnels formés et un dispositif ad hoc, nous étions tous en supervision collective, si possible en supervision individuelle, si possible on avait fait un travail sur nous, on a pu avec les groupes traiter de cette question-là, cette dimension existentielle, comment on fait quand on est né d'un inceste ou né d'un viol pour vivre au mieux avec l'origine de sa conception. Et moi j'ai envie d'incarner que c'est possible. Voilà, et j'ai pu l'expérimenter depuis 30 ans avec les gens que j'ai accompagnés sous diverses manières. Voilà. Ça, c'est une expérience fondatrice de ma pratique.
Comment vivre au mieux en étant né d'un inceste? C'est la question que posait Christophe. Voilà, j'ai bientôt fini du coup. Mon approche, le fait que je sois psychanalyste, je vais dire ni médecin ni psychologue, si vous me permettez, fait que j'ai dû échapper à des éléments théoriques dont j'ai entendu parler cette semaine, comme la théorie du fantasme. Et ça fait aussi que je ne sais pas penser psychopathologie en fait. Je vois les symptômes, je me demande ce qu'ils me disent, je demande à la personne « t'as mal où ?» ou je me demande où il a mal. Même quand je supervise des structures en pédopsychiatrie ou en psychiatrie, je pense psychogénéalogie. Même si un diagnostic est posé, bipolarité par exemple, dont nous savons qu'elle peut être la résultante de situations d'inceste personnel ou transgénérationnel, même si ce diagnostic est posé, même si un traitement est quelquefois nécessaire, la psychogénéalogie peut permettre de remonter à la source du symptôme, à ce dont ils sont les signifiants, et permettre l'amélioration de l'état de la personne. Un signifiant en psychanalyse, c'est un élément, par exemple un symptôme, qui me parle de quelque chose de l'histoire de la personne, du traumatisme personnel ou transgénérationnel. Donc soit on peut le soigner, et c'est un peu la démarche médicale ou psychiatrique quand elle est appliquée stricto sensu, on peut le soigner comme ce qu'il est, ce qu'il paraît être, soit on peut le penser comme le signe, le signifiant de quelque chose de l'histoire du sujet, avec lequel il ne sait pas faire autrement que de le montrer dans cette problématique qu'on va qualifier de maladie. En fait, il y a deux grands courants, c'est la psychologie dynamique et la psychopathologie. La même personne reçue dans le courant de la psychopathologie, elle va être pensée sous l'angle médical, maladie, traitement, guérison ou stabilisation. La même personne reçue dans le courant de la psychologie dynamique, à laquelle appartient la psychanalyse, elle va être pensée comme un sujet en souffrance qui dit sa souffrance dans son symptôme. Vous voyez la différence ? Et les deux approches peuvent travailler ensemble et de manière complémentaire. Pour conclure momentanément, j'aurais envie que chacun de là où il est, de là où il en est, nous œuvrions à ce que l'inceste et toutes les violences intrafamiliales diminuent pour aller vers plus de civilisation. La barbarie n'est jamais loin. Changer le monde d'aujourd'hui et de demain passe pour moi par un travail de chacun sur ses blessures pour qu'elles ne génèrent pas, sous une forme ou sous une autre, de la répétition. Voilà, maintenant je veux bien réfléchir avec vous. Ça, je vais préférer. Oui, donc on va donner la parole à la salle. Merci Dominique. Donc moi je voulais rebondir sur. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la pluridisciplinarité des soins. Quand on reçoit, parce qu'en fait surtout quand on travaille en cabinet, en fait, on est seul thérapeute. Alors dans les institutions c'est plus facile et pourtant, c'est pas pour ça que parfois on prend vraiment très très bien en charge les patients victimes d'abus, parce qu'il y a des résistances justement qui se cumulent dans l'équipe, avec chacun ses représentations sur où est-ce que ça commence l'abus, où est-ce qu'il finit, et puis chacun avec son histoire. Donc voilà, ça peut être aussi des dénis dans une équipe qui se cumule, on va dire, qui s'additionne et qui se renforce. Voilà. D'où le besoin de supervision. Donc du coup, quand les thérapeutes ils sont en cabinet, ils sont seuls et il peut y avoir je pense qu'il faut être prudent justement et de bien s'assurer en fait que le patient il ait d'autres étayages en dehors de la psychothérapie, parce qu'il peut y avoir tendance justement dans la question de l'inceste à refermer. Et quand on est aux prises avec ce transfert-là, avec ce type de problématique,
il peut y avoir, au niveau contre-transfert, un espèce de sentiment comme ça de toute puissance du thérapeute qui se dit, bon, moi je vais gérer, je vais y arriver avec mon arbre, mon machin, et on va y arriver seul. Mais je pense que c'est important de s'assurer qu'en fait la personne elle est entourée, déjà qu'il y a un médecin généraliste, voire un psychiatre s'il y a besoin, parce que parfois il y a besoin de soins médicamenteux, et puis des pratiques corporelles aussi qui sont très importantes, qui sont très aidantes. Est-ce que la personne elle a des personnes ressources autour d'elle? Est-ce qu'elle vit dans une communauté ou pas? On n'a pas tous la chance de vivre dans une communauté et dans une collectivité. Donc c'est quand elle est seule chez elle, à qui elle peut avoir recours en cas de crise, d'angoisse, de réminiscence, de flashback. Voilà. Donc c'est peut-être pas très facile, je sais pas, quand on est en cabinet de penser comme ça pluridisciplinarité et complémentarité des soins, mais je pense que c'est vraiment indispensable effectivement dans la prise en charge pour ce type de problématique. Après, ça demande du temps, parce que ça veut dire que donc s'assurer que la personne elle a d'autres liens que nous en tant que thérapeute, mais c'est aussi évidemment avec l'autorisation du patient de pouvoir aussi se mettre en lien, nous, avec les autres thérapeutes. Justement, pour recréer ce maillage et créer une nouvelle groupalité, j'ai envie de dire un nouveau berceau, j'en ai beaucoup parlé hier, mais autour de la personne, parce que justement, dans la famille, soit s'il y a eu révélation d'inceste, elle a été rejetée, donc on va essayer de voir comment en fait elle va pouvoir recréer du lien dans le social, et voilà. Donc l'idée, c'est vraiment comme on dit, de recréer des capacités de liaison, en fait, de recréer du lien pour que la personne elle aille mieux. Voilà, je voulais dire ça parce que c'est vrai qu'on a peu parlé du travail en équipe, qui me semble vraiment importante, et à plusieurs, en équipe et ou à plusieurs. Ouais, bonjour et merci de votre présence et du travail qui a été fait. Moi, je me pose une question que tu as abordée brièvement. C'est la question tu as dit, il faut plusieurs générations ensemble afin de réparer et d'arriver à une réparation. Et oui, en fait, j'ai des enfants, des petits-enfants. Enfin, j'aimerais que tu expliques plus précisément, parce que je comprends pas très bien. Alors, je vais reprendre. Ce que j'ai juste pris un point précis là. Oui, ça cicatrise pas en un clin d'œil, c'est pas un interrupteur. Donc, ça va demander un travail. En général, c'est une personne qui arrive et qui est plutôt, on voit plutôt des victimes qui arrivent. Ça veut dire qu'à la génération d'au-dessus, il y a un auteur. Mais ça n'a souvent pas commencé à la génération d'au-dessus. Moi, je travaille beaucoup sur 3 générations. Anne Ancelin-Schultzenberger, en sociogénogramme, elle travaille sur 5 générations. Déjà, sur 3, on a du mal. Donc, oui, 3, on a déjà du mal à retrouver. Ça m'est arrivé d'arriver à, par exemple, la période de l'esclavagisme, parce que la patiente a découvert qu'elle avait un ascendant esclavagiste et qu'elle s'est retrouvée à Mayotte à se faire maltraiter sans comprendre pourquoi, et qu'en fait, elle était en train de payer la dette inconsciente transmise de génération en génération de cet ascendant esclavagiste. Voilà, donc on peut retrouver des fois, mais en général on est sur 3 générations. Donc on remonte pas plus loin, même si sûrement peut-être ça a commencé au début de l'humanité, l'inceste. On ne sait pas, on va pas plus loin, donc on remonte sur 3 générations. Et souvent on trouve ce qu'on appelle un objet transgénérationnel, c'est-à-dire qu'il y a un ascendant qui à un moment donné a incestué, qui des fois est héroïsé parce qu'en dehors d'incestuer, il a fait un fait héroïque. Il y a des identifications à cet ascendant. Il y a des tas de choses comme ça qui se transmettent de génération en génération. Et moi, je vois la victime. Elle arrive, elle est mal, elle a besoin de travailler sur l'inceste dont elle a été victime. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que souvent on se demande pourquoi c'est pas les générations d'avant qu'on fait le job thérapeutique, parce que ça aurait évité le passage à l'acte incestueux. Mais en même temps, moi, j'ai tendance à croire que les humains ils font ce qu'ils peuvent, pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent. Et que si la génération d'avant, elle l'a pas fait, le travail thérapeutique, c'est qu'elle n'avait pas les moyens psychiques, pas intellectuels. C'est ça, de génération en génération,
quelque chose arrive à la génération qui, elle, va faire le travail sur elle. Moi, perso, je suis plutôt contente que ça soit tombé sur moi, de faire une psychanalyse. Parce que ça m'a permis de chercher mon chemin, de le trouver, et depuis 30 ans, d'exercer en libéral comme je veux exercer. Mais c'est vrai que j'aurais aimé aussi que les générations d'avant le fassent. Mais c'était pas possible. Alors, pour des tas de raisons. D'abord parce que les théories psy, elles ont quand même... les approches psy, elles sont quand même arrivées récemment. Voilà. Et aussi parce que je pense qu'encore aujourd'hui, il y a des générations qui pourraient techniquement avoir accès au travail psychothérapeutique, mais qui, en énergie psychique, je ne parle pas de l'énergie des énergéticiens, c'est pas encore assez mature pour être travaillé. Je ne sais pas si je réponds à ta question ou... Lequel ? D'inceste, de violence, oui, de trauma crime ou d'un traumatisme. Si nous on fait le travail, par exemple moi je fais le travail, oui. Et il y a des enfants qui peuvent pas au moment donné, au moment présent, le faire. J'entendais que ce que tu expliquais, c'est que c'était aussi important. Oui. Que ce travail pour libérer, oui. Parce qu'en fait ça me fait penser à l'intervention, la conférence du monsieur médecin Jean-Pierre, oui, oui. Qui disait qu'il y avait sur l'ADN, qu'il y avait au périphérique une transformation qui se faisait au moment d'un traumatisme. Comment on arrive à soigner tout ça? Comment on arrive à ce que les petits-enfants et et encore après, comment on arrive à cicatriser, même s'il reste une cicatrice, mais comment on y arrive? Nous, alors moi je ne vais pas répondre sur l'ADN et les médecins, oui. Je suis nulle dans ce domaine. Et chacun son approche, chacun sa compétence. Je pense que ça fait partie de faire le travail correctement aussi, ça. De ne pas aller sur des champs où on n'a pas la compétence pour l'exercer. Moi, ce que je crois, c'est que si je travaille avec une victime, alors je travaille, ça veut dire que dans le transfert avec moi, c'est des notions un peu complexes à expliquer. Elle va arriver à cicatriser les affects liés à la violence sexuelle dont elle a été l'objet. Cicatriser, ça ne veut pas dire qu'on efface ce qui s'est passé, c'est impossible. Donc on travaille sur les traces psychiques. Et moi, j'ai pu voir des patientes exposées très jeunes à des partous, par exemple, par leurs parents. Et là, tu as des traces psychiques importantes qui sont là. Et c'est un travail de reprise sans cesse, cette patiente-là. Elle a fait un long travail de base avec moi, et régulièrement, elle le reprend quand son enfant grandisse. Alors, parce qu'on a une autre hypothèse aussi, c'est que nos enfants, ils nous font revivre ce qu'on a mal vécu à l'âge qu'ils ont. Par exemple, si quelqu'un a vécu une situation d'inceste à 7 ans, quand son enfant va arriver à 7 ans, selon la place dans la fratrie, les résonances, la maman, je prends les situations les plus fréquentes, c'est quand même beaucoup plus des femmes qui sont victimes d'inceste, même si l'inceste platonique des mères existe, ça on pourra y revenir. Je prends l'exemple de cette patiente, quand elle devient mère à son tour et que son enfant a 7 ans, dans son inconscient, pas dans son conscient, mais dans son inconscient se réveillent les blessures qu'elle a vécues à ce moment-là. Et du coup, ça interagit avec son enfant qui a le même âge. Voilà. Et le travail que fait la mère va faire qu'elle projettera moins les affects liés à ce qu'elle a vécu sur son enfant. Sa réponse un peu plus, voilà. Mais son enfant, sûrement, à son tour, il aura un job à faire. Hein. Mais bon, moi, je fais du tai chi, j'en fais toutes les semaines. Je vois pas pourquoi je me ferais pas une séance de psychanalyse toutes les semaines. Pourquoi on peut accepter d'aller s'entretenir avec une approche psychocorporelle et pourquoi c'est un problème d'aller entretenir sa psyché avec une approche psy, je vois pas où est le problème. En dehors de l'argent, oui, je sais bien. Ça coûte moins cher le tai chi. Mais on peut inventer des formes groupales. Moi, quand j'ai fait du groupe pendant 10 ans avec des personnes qui n'avaient aucun moyen, j'ai trouvé un moyen de faire financer des actions collectives sur des budgets de formation, et ça a duré le temps que ça a duré, mais c'était toujours ça de prix. Et moi, je fais confiance aux graines qu'on sème. S', non, ça marche pas. SEME, c'est mieux. Et voilà, et je suis sûre qu'elles suivront leur cours. Moi, je crois vraiment que l'idée, c'est de faire ce qu'on peut faire à l'endroit où on est, au moment où on est, avec les moyens qu'on a. Mais ça, on peut le faire. Du coup, juste pour reprendre par rapport à la répétition, tu sais, au niveau des âges,
Du coup, on peut rapprocher ça du syndrome d'anniversaire. Hein. C'est un concept très important de Anne-Ancelin Schussenberger que, en fonction des deuils traumatiques qui n'ont pas été effectués, donc c'est toujours la même question. Donc ça reste encrypté en fait dans la famille. Et par exemple, s'il y a eu un deuil, par exemple par noyade d'un enfant 3 générations au-dessus, eh bien, on peut retrouver des dates anniversaires, c'est-à-dire qu'il y a un enfant on peut retrouver des enfants qui vont se noyer, je sais pas moi, à telle date très précise à chaque génération, et repérer ainsi les répétitions. Et donc souvent, quand on remonte en fait, on retrouve un deuil inélaboré, qui est resté du coup dans son état, dans le trauma, c'est-à-dire qu'il n'y a que de l'affect, mais ça n'a pas été pensé, métabolisé psychiquement, et du coup ce qui se transmet aux générations futures, c'est l'affect. Et il n'y a pas de récit en fait autour de ce deuil. Donc là on retrouve tous les deuils sans sépulture, les corps qu'on n'a pas retrouvés, hein, je pense aux guerres, à la Seconde Guerre mondiale avec les camps de concentration, voilà. Puis les gens aussi en situation d'exil qui n'ont pas pu enterrer, par exemple, leurs parents, ou voilà, ça vient créer des formes comme ça traumatiques dans les familles qui n'ont pas pu être élaborées, mais c'est pas seulement parce qu'il n'y avait pas d'aide ou pas de, mais c'est parce qu'en fait la personne elle fait face à ce choc, elle fait comme elle peut avec, elle survit avec, et en fait elle va transmettre cette forme à ses enfants et puis aux générations après futures. C'est comme ça qu'un inceste non dit va se transmettre aussi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir à une génération, moi je l'ai vu dans des suivis il y a longtemps, une mère qui avait été incestuée par son frère, c'était dans une autre région, donc pas de souci, et elle n'a pas voulu le dire à son fils, parce qu'elle ne pouvait pas, je ne sais même pas si elle n'a pas voulu, elle ne pouvait pas dans tous les cas, et son fils a incestué sa sœur. Parce que, alors, moi je suis vraiment calée là-dessus, il vaut mieux un dit maladroit que pas de dire. Voilà, le non-dit, ça génère de la répétition. C'est impossible autrement en psychanalyse. Oui, et puis préciser que c'est quand il y a secret, ce que je disais hier, mais c'est toujours, la charge, elle est toujours transgressive. C'est-à-dire que ça va toujours être des choses, donc soit la question du deuil, mais ça c'est pas une transgression, hein, le deuil, mais ça va être, le secret va toucher donc l'inceste, qui est une transgression majeure, les crimes, les malversations financières, enfin voilà, tout ce qui vient transgresser en fait la loi sociale va générer un sentiment de honte à l'intérieur du groupe familial, et donc inconsciemment, les membres de la famille, ils comprennent qu'en fait, il faut se taire autour de ça, parce qu'autrement, ça peut être dangereux pour la famille, parce qu'il peut y avoir qu'elle soit jugée comme, des représailles, qu'elle soit jugée comme mauvaise famille, ou voilà. Bonjour. Je ne sais pas si ma question est très claire, mais c'est par rapport à l'argent, ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Du coup, ça a fait rire la salle, mais je crois que c'est un vrai souci. Du coup, moi, là, ce que j'ai pu voir, c'est des centres de santé communautaires qui se montent un peu en France et qui... Alors, hélas, c'est déjà bien qu'ils existent, mais en fait, c'est que des professions qui sont financées par l'ARS, parce une thématique de ces centres, c'est que le patient ait 0 argent à sortir et puisse avoir accès à un médecin généraliste et aussi à un travail social, du coup, de pouvoir financer le travailleur social avec des médecins qui acceptent de se payer moins pour pouvoir payer des professions qui ne sont pas remboursées par la Sécu. Moi, je pense qu'on a vraiment un souci au niveau des personnes qui font de l'accompagnement, que ce soit médecine chinoise, réflexologie, psychanalyse, avec un accès financier. Et moi, c'est une vraie question que je me pose de comment on règle ça, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'inégalités et c'est injuste. Du tout, c'est toute la question de l'accès aux soins qui peut être injuste, mais après, il y a aussi des gens qui sont formés au CMP, enfin, dans les CMP adultes, en psychiatrie, et aussi. Hein,
j'en fais pas partie. Juste, c'est quand même très... Ça existe peu ici, mais c'est vrai que c'est plus... Enfin, un peu ici, j'en sais rien. D'ailleurs, j'ai même pas regardé, j'arrête de dire des médisances. Mais j'ai pu regarder à Toulon, où je fais un groupe de supervision. Il y a un dispositif qui s'appelle monpsy.gouv, je crois, qui permet, sur prescription médicale, 8 séances gratuites, renouvelables une autre année. Mais c'est vrai qu'il faut trouver les psys qui acceptent d'être payés 30 € la séance. Et puis, ils sont saturés, en plus. 20 minutes, oui. Et puis, ils sont saturés. Après... Osez aussi peut-être, parce que moi, la marge, j'ai quelques séances qui sont gratuites, j'ai des suivis gratuits. Vous pouvez aussi oser. Des fois, en forçant un peu des portes, on trouve des gens. Hein. Juste pour... c'est très difficile en CMP quand même de trouver des gens qui sont formés à la psychogénéalogie, ce qui est quand même assez super de pouvoir accéder à ce genre quand on a été victime. Et je parlais aussi par rapport à la pluridisciplinarité, où c'est quand même hyper important de travailler avec les médecins, parce que développement de maladies, blablabla. Et les seuls réseaux en fait, que j'ai vus, c'est par exemple à Lyon, des thérapeutes qui vont dire les mardis du cœur et tous les mardis sont à prix libre. Il y a énormément de thérapeutes qui proposent des soins à prix libre, mais c'est comment les thérapeutes, on essaye comment politiquement on se bouge. C'est juste pour me rassurer. Pardon, je suis là. Je suis fils et père, et j'ai bien conscience que, avec inconscience, j'ai transmis à mes enfants bien des fardeaux, et que mes ancêtres se sont bien appliqués là-dessus aussi. Mais j'honore le fait quand même, et j'espère en tant que père l'avoir fait aussi, qu'on reçoit des trésors. C'est important de le dire, sinon ça me désespère en bout de sa vie. Je vais vous finir la citation du coup. Je vais vous finir la citation d'Anne Schutzenberger. Je voulais rester dans le thème. Alors, je ne l'ai pas terminé. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la dame ? La dame dont l'avant-dernier bouquin, quand elle était en fauteuil roulant à la fin de sa vie, qu'elle continuait à enseigner et à recevoir des patients, s'appelait « Le plaisir de vivre ». Alors, elle termine en disant « Mais le travail en psychogénéalogie s'intéresse également aux nombreux événements heureux qui jalonnent une lignée, au moment et au climat de bonheur des petites choses simples de la vie, car la psychogénéalogie, ne l'oublions pas, c'est d'abord assumer le passé, mais aussi butiner dans le jardin familial pour en faire son miel. » Ça vous va mieux, ça ? Voilà. Bonjour. C'est plus une question pratique ou concrète. Vous avez dit que quand vous faites quand vous revenez sur les arbres généalogiques, vous laissez le patient, la patiente globalement raconter ce qu'il ou elle a raconté. Vous pouvez nous renseigner un peu là-dessus, genre quelle est votre méthode pour construire quand même quelque chose qui à la fin est lisible, éventuellement pas que par vous mais par d'autres personnes, peut s'y retrouver ou... Alors moi j'ai pas l'objectif que d'autres s'y retrouvent. Mon seul objectif c'est que la personne qui a tracé son arbre ait le sentiment d'avoir fait un bout de route sur son arbre de travail sur sa généalogie. J'ai animé 2 ateliers de psychogénéalogie sur la semaine. Je peux vous dire comment j'ai travaillé si vous voulez. J'anime des journées, je travaille de la même manière. Là c'est en petit groupe du coup. Je propose à chacune je mets des feuilles, des feutres, des post-it, des ciseaux, à bout pas trop coupant pour pas qu'on se blesse avec. Voilà. Et puis je propose à chacune de tracer, de dessiner comme ça lui vient. Parce que dans la forme dans laquelle la personne dessine sa généalogie, il y a déjà du signifiant en fait. Chacun ne dessine pas de la même manière. Le codage officiel, Anne Schutzenberger a un codage officiel que vous pouvez retrouver sur Internet. Vous tapez génogramme et vous avez le codage, des carrés pour les hommes, des ronds pour les femmes. Alors on a plein d'impasses avec lesquelles on ne sait pas faire aujourd'hui, du coup. On ne sait pas comment tracer le transgenre, on ne sait pas tracer plein de choses, mais on va inventer. Mais moi, ça viendra plus tard, ça. Là, la personne, elle trace comme elle a envie, elle dit ce qu'elle a envie. Et après, quand on travaille en petit groupe, chacune va exposer, je ne sais pas si c'est le bon mot, va partager avec les autres membres du groupe ce qu'il a dessiné, ce qu'il a tracé. Les autres vont poser des questions et petit à petit, des choses vont s'élaborer. Je ne sais pas si ça vous répond. Mais c'est pour la personne qu'elle le fait, c'est pas pour que ça soit lisible par d'autres. Par contre, quand on travaille en groupe de professionnels, là, on a tendance à utiliser le codage officiel pour pouvoir lire tous ensemble les mêmes choses.
Ça vous va, ça, ou il y a encore des questions? Il y a encore une question? Non? J'ai répondu? Oui. Mais c'est possible d'avoir nos ancêtres en racines. Pourquoi toujours les branches? Ah, mais moi, je dis pas de... Je dis tracer sa généalogie, je dis pas tracer son arbre généalogique d'ailleurs. Et les personnes, elles le dessinent comme elles veulent, en haut, en bas, de travers. Moi, justement, la manière dont on le dessine, quand on donne le moins de consignes, la personne, elle fait comme ça lui vient. Je dirais pas comme elle a envie, mais comme ça lui vient. Et du coup, déjà, le dessin qu'elle va nous donner à voir dit quelque chose des traumatismes, des problématiques. Donc, les personnes le dessinent comme elles veulent, dans n'importe quel sens. Après, si on dessine pour travailler, moi, par exemple, si je veux relire mes notes, si je dessine pour travailler, là, je vais dessiner d'une certaine manière. Mais je ne vais pas dessiner en arbre, je vais dessiner d'après le codage d'Anne Ancelin Schutzenberger, les ascendants, les descendants, voilà. Je vais garder cet ordre-là. Et c'est pour ça que hier, à la fois, j'avais envie de vous montrer un arbre, et en même temps, je me suis dit non, parce que l'idée, c'est que vous inventiez, en fait, et que vous, spontanément, en fait, et inconsciemment, vous allez positionner. Il y a des gens, par exemple, qui vont commencer, puisque donc là, vous partez de vous, et puis vous, rien que quand je fais le geste comme ça, je donne une indication, hein, mais vous partez de vous, et puis vous inscrivez les personnes de votre famille. Il y a des gens, par exemple, qui vont partir du haut de la feuille, puis qui vont descendre comme ça. C'est intéressant aussi, c'est une autre lecture. Puis d'autres qui vont spontanément, en général, la plupart du temps, les gens se dessinent plutôt en bas de la feuille et puis remontent. Moi, j'ai une patiente, elle a fait un arbre, elle a carrément dessiné un arbre. Elle a dessiné un arbre. Pour elle, c'était important qu'il y ait l'objet arbre qui apparaisse. Et ensuite, elle a positionné les gens de sa famille. Alors, la lecture, c'est un peu plus compliqué après, pour s'y retrouver. Mais voilà. C'est pour ça que Bruno Clavier, dans son intervention, il a dit « Tous les arbres, ça m'avait interpellé, tous les arbres d'inceste se ressemblent ». Alors, je pense que quand il dit ça, en fait, c'est que comme il part du génogramme, lui, de sa technique, c'est le génogramme avec les ronds pour les femmes, les carrés pour les garçons. En fait, bah oui, on retrouve, quand il dit ça, on retrouve toujours effectivement des ascendants qui ont vécu des abus sexuels, et puis on voit, du coup, ça se transmet agresseur-victime dans l'arbre. Mais en fait, quand les gens ils dessinent leur arbre, ben non, il n'y a aucun arbre qui se ressemble, en fait. Après, il y a des choses... souvent, quand c'est très confusionnel, par exemple, on va retrouver des amas. Par exemple, les gens ils vont coller les membres de la famille ensemble, ou ils vont faire des groupes. Ou alors, par exemple, s'ils choisissent de faire un lien de parenté entre, par exemple, le père et la mère, ils font un trait comme ça pour désigner l'union. Il y a des gens qui vont relier le trait d'alliance, on va dire, par un trait horizontal. D'autres qui vont faire 2 petits anneaux pour dire que les gens ils sont mariés. Voilà, chacun fait comme il veut. Mais si on retrouve, par exemple, ce lien d'alliance après entre les frères et sœurs, ça se questionne. Donc c'est pour ça qu'on ne donne pas d'indication, parce que c'est les gens avec leur modèle imaginaire de la famille, c'est ça qui vont dessiner, et on interprète l'arbre comme on interpréterait finalement un dessin d'enfant, en fait, parce qu'il va y avoir des gommages, des ratés, voilà, donc... c'est ça qui est des ratés, pas dans le sens erreur, hein, des ratés dans le sens lapsus inconscient, hein, voilà, puisqu'il n'y a pas évidemment de bonne ou de mauvaise façon de faire. Oui, en fait, j'ai une question je suis aussi comme monsieur mère et fille. Et en fait, cet après-midi, j'ai passé un certain temps, en fait, par intuition pure, à creuser mon jardin. Et j'étais quasiment certaine qu'il y avait une terrasse quelque part. Et effectivement, il y avait une terrasse en creusant surtout. Et en me crevant, j'ai donc fini par découvrir cette terrasse. Et je fais le parallèle en fait avec le travail généalogique, de recherche très superficielle qu'a pu faire notamment ma mère. Et bien sûr, on est dans une famille, je suis polytraumatisée par bien des égards, et je suis un peu celle qui essaie, en fait, tant bien que mal, d'essayer d'y voir clair dans tout ce bordel.
Et il se trouve qu'elle a fait un travail. Ce travail, je suis certaine, comme pour ma terrasse, que c'est pas tout à fait... qu'il y a quelque chose d'autre à aller chercher. Et je me suis dit, avant de venir ici, j'étais très, très intéressée, très friande, et merci, merci, merci pour cette semaine fabuleuse. Mais j'étais intéressée par le fait d'aller à la source, dans les municipalités, dans les archives, pour essayer de retrouver qui est quoi et comment, et voilà, tous les mensonges, tous les trucs. Mais finalement, peut-être n'est-ce pas si important? C'est ma question. Alors, parce que vous voulez dire, est-ce que c'est important de faire les recherches généalogiques? C'est ça? Oui. Alors ça va vraiment dépendre de chacun. Moi, je travaille sur la subjectivité, sur ce qui est resté, sur les traces psychiques. Et il y a des personnes qui ont besoin d'aller en parler aux membres de leur famille, d'autres pas. Il y a des personnes qui ont besoin d'aller rechercher la généalogie, c'est-à-dire les dates, les archives. Et voilà, c'est vraiment... Moi, je crois vraiment que l'idée, c'est d'accompagner chacun, chacune, comme il va, là où il va, en fait, et qu'il n'y a pas une norme. Vous voyez ce que je veux dire, ou ça ne répond pas à votre question? Si vous sentez qu'il faut aller du côté de la généalogie, c'est-à-dire des dates, des lieux, aller chercher dans les archives, effectivement, là, des fois, on a des infos. Hein, parce qu'on peut croire qu'on est né de père inconnu et découvrir que non, on a été reconnu par un père, ou l'inverse, ou on peut croire... Vous voyez, il y a des tas d'éléments dans les archives. Mais ce n'est pas forcément la seule piste. On peut y aller par sa subjectivité, autrement. Puis donc je redis qu'il y a le matériel photographique aussi, les photos de famille où on peut trouver des indications avec des annotations derrière les photos, marquées dans les albums, tout ça. Les carnets de santé, il y a plein de choses dans les carnets de santé. Ouais. Oui. Et puis, quand il y en a eu, dès qu'il y en a eu. Et je voulais dire aussi que que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est que donc ce que je disais hier, quand les gens ils commencent à travailler. Donc c'est ce qui vient faire bouger l'homéostasie familiale. Mais à ce moment-là, quand quelqu'un commence à travailler en thérapie, il bouge en fait inconsciemment la famille, le reste des membres de la famille sent qu'il se passe quelque chose en fait. Et il peut y avoir des ouvertures, c'est-à-dire que comme par hasard à ce moment-là, il y a un cousin qui vous avait pas appelé depuis longtemps, qui vous téléphone, ou une sœur qui vous dit tiens j'ai retrouvé un carnet, et si on ouvrait la malle dans le grenier où en fait il y a des archives, c'est vrai qu'on n'a jamais lu les lettres de notre grand-père ou de notre grand-mère ou voilà. Et en fait tout ça c'est du matériel clinique qui au niveau familial ça va commencer à bouger au niveau du groupe familial, en fait, de l'inconscient familial. Et il y a des ouvertures, si vous êtes à l'écoute, pour ceux qui aiment les synchronicités, il y a des ouvertures, du coup, qui vont se faire et que vous pouvez saisir à ce moment-là. Bon, des fois, il n'y en a pas du tout, mais souvent, quand même... il y a des choses qui ressortent des archives. On se rappelle que Freud, pour lui, quand même, le travail en analyse et par rapport à l'inconscient, en psychanalyse, il comparait ça à des fouilles archéologiques. Du coup, ça rejoint aussi ce que vous disiez par rapport à aller creuser votre terrasse ou voilà, votre jardin. Bonjour. Moi, je me pose une question parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu l'idée que la personne qui travaille, du coup, peut-être c'est pour arrêter le cycle de reproduction. Et je me demande, ça veut dire quoi travailler? Parce que moi, je sais que par exemple, ma mère a beaucoup travaillé. Elle a été en psychothérapie pendant je ne sais pas combien d'années. Elle s'est traitée, elle a fait beaucoup de choses. Elle a énormément parlé d'inceste. Elle nous a parlé d'inceste à ses enfants. Elle a expliqué c'est qui l'avait agressé, etc. Et ça s'est reproduit à peu près à l'identique. Et du coup, je me demande... Moi, j'ai trouvé ma solution, ça a été de décider de ne pas faire d'enfants pour pas que le cycle de reproduction continue. Mais du coup, je me demande, ça veut dire quoi travailler? Et ouais, je sais pas, peut-être c'est une question un peu désespérée, mais... C'est une question quoi? Un peu désespérée. Non, pas de désespoir. Mais par contre, on n'est pas sûr d'y arriver à tous les coups, ça c'est sûr. Et on n'est pas sûr d'avoir... la personne n'est jamais sûre d'avoir assez travaillé. Moi, j'aimais beaucoup ce que disait, ça me fait penser à ce que disait Nashino dans Triste Tigre. Elle a dû travailler son histoire, j'imagine, je sais pas, mais elle disait qu'elle restait dans le... Non, tu crois pas? Ah, bon, d'accord. Bon, je sais pas. Moi, je sais pas. Je l'ai juste lu et rencontré aux correspondances et écouté à la grande librairie et beaucoup aimé son essai.
Et elle disait, par exemple, que quand on a été victime d'inceste, elle disait, j'avais même peur que le père de mes enfants, de ma fille, mon compagnon, incestueux ma fille, parce que cette peur-là, elle disparaît jamais. Jamais on peut faire confiance à 100%, y compris à l'homme qu'on aime et avec qui on a conçu un enfant, à l'homme, à la femme qu'on aime. Voilà. Donc ta question, elle me fait penser à ça. Après, encore une fois, chacun ne fait que ce qu'il peut faire. Moi, je suis vraiment calée là-dessus. Alors, je ne sais pas si ta mère a travaillé sur les dimensions psychogénéalogiques. Je sais que l'inconscient résiste fort, surtout un inconscient qui s'est enquisté au fil des générations. Et qu'il faut. Alors moi j'ai des formules ici, j'ose pas trop parce que je vous connais pas, mais je vais oser quand même. Des fois je dis que les mécanismes de défense, il faut les attaquer au marteau-piqueur. Et donc il faut un praticien qui ait pas peur du marteau-piqueur, parce que ça résiste tellement fort que si moi j'ai une petite intervention très gentille sur le mécanisme de défense, il va pas bouger d'un iota. Donc il faut que j'y aille fort. Fort, ça veut pas dire méchamment. Ça veut dire que l'énergie de mon intervention, de mon interprétation, de mon contre-transfert, doit être calé sur l'énergie du mécanisme de défense. Et le mécanisme de défense, plus il protège quelque chose de douloureux, plus il est intense. Le mécanisme de défense, il règle son intensité sur l'intensité de ce qu'il défend. Vous voyez la charge, voilà. Donc du coup, si le thérapeute il y va à la petite cuillère, ça ne marche pas en fait. Donc c'est compliqué cette question-là. Avoir fait un travail sur soi, c'est une formule générique, en fait. Et puis ça dépend quel âge vous aviez quand elle l'a fait. Parce que l'inconscient, les premières années de la vie, les empreintes des premières années de la vie, si le parent travaille après, ces empreintes-là, elles sont beaucoup plus puissantes que les empreintes ultérieures. C'est pas que tout se joue avant 6 ans, ça c'est une vraie connerie, mais par contre, c'est sûr que les empreintes premières, elles sont mises en terrain vierge, donc dès la conception, dès l'in utero, et que si le parent va travailler plus tard, ces empreintes-là, elles sont déjà chez l'enfant. Alors le travail que fera le parent plus tard aura un effet, mais ça n'effacera pas les empreintes premières. Vous voyez ? Merci pour la conférence. Je suis arrivé en retard, du coup j'ai pas tout entendu et j'espère que ma remarque va être vraiment entendue comme je veux vraiment pas être dans l'offensive. C'est juste que depuis hier j'entends 2 fois les citations à propos de Freud et moi vous entendez ? Et moi j'avoue que je peux pas trop rester là en constatant qu'on se dit juste que oui Freud. Alors que Freud, il y a quand même vraiment beaucoup de gens qui ont mis beaucoup d'énergie pour situer son travail. Et en fait, il y a des choses que moi, et je suis pas tout seul, qui jugent ça vraiment très problématique. Et que vraiment, pour le faire court, non, je sais pas comment le résumer parce que c'est difficile à transmettre, mais en gros, Freud, c'est le fruit d'une société patriarcale blanche, occidentale, colonialiste, et en fait, on peut pas prendre ces éléments d'analyse comme des vérités, et même si son travail en analyse, il y a des choses à en retirer, c'est sûr, et ça j'en sais rien parce que j'ai pas une formation aboutie comme plein de gens ici. Néanmoins, ce que je sais, c'est que il vivait pas hors de la société. Et du coup, voilà, juste redire que moi, ça me dérange que juste on cite des gens et que derrière, il y a des propos qui sont quand même très, très englobants, qui parlent de réalités très diverses et très variées. Et du coup, les raccrocher avec des productions théoriques de gens qui, à la fin, c'est jamais que des vieux mecs blancs. Et du coup, moi, ça me pose la question aussi de la rupture qui est nécessaire. En tout cas, moi, je constate ça avec beaucoup de mes amis autour de moi, pour plein de traumatismes. Alors, il y a la question de l'inceste, il y a la question des violences sexuelles, mais en fait, il y a la question du besoin de rupture, parce que c'est comme ça qu'on retrouve un espace où on sait sur quelle force on peut compter. Voilà. Ouais, j'entends parfaitement, mais j'ai juste envie de nuancer un peu dans le sens où on peut aussi être blanc, vieux, homme, et n'avoir pas dit que des conneries.
on peut, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des choses à garder, et puis de recontextualiser du coup son travail, sa pensée dans le contexte de son époque. Ben oui, c'est super de le faire, c'est super d'avoir ce recul, mais voilà. Enfin, moi, je suis pas pour jeter tout le bébé avec l'eau du bain. On en a déjà beaucoup discuté parce que du coup, c'est vrai que c'est très actif et c'est formidable qu'il y ait tout ce travail de déconstruction qui soit fait effectivement sur ses théories, sur son positionnement. Il y a eu Freud, mais il n'y a pas que lui. Hein. Il y a eu, enfin, on parle de lui, on parle beaucoup de lui, oui, d'accord, parce que ça fait partie quand même des fondateurs. Mais il y a eu plein de travail clinique depuis, par des hommes blancs aussi, par des vieux, des jeunes, et puis par des cliniciennes aussi, qui reprennent ou pas les thèses du patriarcat. Mais voilà. Enfin, moi, mon positionnement, c'est toujours la nuance. Voilà. Et qu'il a dit des choses justes aussi, et que ce que j'estime juste, je le dis. Moi, du coup, je lève la main pour prendre la parole. et j'arrive. Moi, je veux rebondir là-dessus quand même, et sur vraiment l'apport d'Eva Thomas aussi par rapport à cette question, où elle propose cette rupture qui est appelé là, que moi je partage aussi. Et quand on propose une rupture, pour moi, ça ne veut pas dire qu'on jette tout. Ça veut dire que, en tout cas, Eva Thomas, ce qu'elle propose comme postulat, et moi je la rejoins assez là-dessus, c'est que le complexe d'Oedipe théorisé tel qu'il a été théorisé dans le contexte de cette société d'époque patriarcale par un homme qui, à bien des égards, ça a été démontré, a été abusif aussi avec sa famille, etc. Il y a à un moment donné quand même la psychanalyse en tant qu'institution, ça serait bien qu'elle produise un discours clair sur une rupture avec certaines théories et que ça soit dit. Et ça ne voudrait pas dire qu'on jette tout. Ça voudrait juste dire que par rapport à certains concepts au sein de cette théorie, on met une rupture pour dire, en fait, parce que Eva Thomas, ce qu'elle dit, c'est que le complexe d'Oedipe, pour elle, ça pousse les victimes d'inceste au suicide, en fait. Et c'est grave. Et du coup, il faut à un moment vraiment clairement... Ce qui pousse des victimes d'inceste au suicide, c'est l'inceste. Oui. Soyons clairs. Je suis d'accord. Voilà. Alors moi, je ne vais même pas répondre parce que si vous voulez y réfléchir, on se fait un groupe de réflexion et on réfléchit. Mais là, c'est pas possible de réfléchir dans ces conditions-là. Et voilà. Et moi, je trouve ça très agressif depuis le début de la semaine et j'ai pas vraiment apprécié. Et j'aurais préféré que tu me le dises avant, comme ça, peut-être je serais pas venue. Voilà. Non, sérieusement, parce que je trouve que c'est très, très excluant, en fait. Et que c'est difficile d'avoir une parole authentique, de dire « je suis psychanalyste », je réfléchis avec des concepts de la psychanalyse. Je vous l'ai dit au début de ma présentation, moi, ma référence, c'est les enfants de Jocaste. Donc, c'est pas Freud et le complexe d'Oedipe. Hein. Moi, ça m'est passé. Je n'ai même pas entendu parler, dans ma formation, de cette théorie du fantasme. Le complexe d'Oedipe revisité, comme le propose Eva Thomas, ok, mais je trouve que par moments, il y a des formes douces pour le dire, et puis moi, je sens une énergie violente que j'ai pas envie de recevoir. Je suis pas venue là pour ça. Donc j'ai envie de réfléchir avec des gens et je veux bien réfléchir même, tu vois, même entre guillemets. Parce que quand tu as commencé, je me suis dit avec le préambule, j'ai peur, mais je vais rester quand même. Et je veux bien réfléchir avec des gens qui veulent réfléchir, mais on se pose, on lit, on trie, on revisite, et puis on élabore. Mais pas comme je l'ai ressenti cette semaine, ça a été très désagréable. Voilà. Excusez-moi, mais voilà. Oui, mais moi, j'ai pas d'animosité, je reviendrai. Mais je préfère qu'on me donne la donne quand je viens quelque part. Si on me dit la donne, c'est qu'il y aura des intervenants, notamment Eva Thomas, avec tout ce qui l'entoure d'aura, et merci à elle de tout ce qu'elle a fait aussi, qui a cette position-là, qui a le livre noir de la psychanalyse à la main. Moi, je ne me sens pas en confiance comme psychanalyste pour travailler ici, pour réfléchir ici. Alors par contre, je veux bien réfléchir avec des gens qui ne pensent pas comme moi, ce n'est pas un problème. Je le fais régulièrement en plus. Ça m'arrive. Merci de me le faire remarquer. Où je me suis... Bon, comme vous voulez, mais ça m'arrive. Non, mais je ne le prends pas comme une attaque personnelle, mais je me suis sentie
en difficulté toute la semaine. Bon, moi, je vais essayer de rebondir sur de la douceur. Sur de la douceur. Je pense que je me sens, j'ai vraiment envie de faire une transition j'ai vraiment envie de faire une transition avant ma question, en disant que je me sens entourée de gens plein de bienveillance. J'ai l'impression que pour raccourcir les réponses, il y a peut-être des mots qui sont posés un peu rapidement, mais voilà. Du coup, je vais remercier l'intervention qui a été posée là, parce que moi, il y a quelque chose qui revient régulièrement chez moi, c'est le blocage par rapport à l'inconscient. L'inconscient, je le trouve très fort, et je trouve que déjà, j'imagine que quand il y a des patients qui arrivent chez vous, les patients, ils ont réussi à traverser quelque chose au niveau d'arriver sous une forme de conscience. Et je pense qu'il y a énormément de violence qui reste dans l'inconscience. On remarque des choses, on comprend certaines choses, mais des fois on choisit de garder les choses dans l'inconscience aussi. Et je me demande comment bousculer notre propre inconscience et peut-être l'inconscience d'autres personnes, parce que ça m'a beaucoup interpellé ce que vous avez dit en disant que les non-dits sont forcément des traumas. Donc pour moi, ça reste essentiel. Et je ne sais pas, j'arrive pas à trouver un chemin vers ça. Donc voilà ma question. Vous voulez dire comment... Alors vous parlez de l'inconscient, comment arriver à le faire bouger, c'est ça? Mais en thérapie ou... Ah, juste pour se rendre... Donc par exemple, entre amis, entre membres d'une même famille, entre... Mais déjà, il faut voir si on est tous d'accord sur le présupposé de l'inconscient, hein. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'inconscient n'existe pas, et peut-être ils ont raison. Aujourd'hui, moi je crois qu'il existe. Peut-être que demain, dans 10 ans, je penserai qu'il n'existe pas si j'adhère à des théories, si je crois des théories. C'est un paradigme, exactement. Donc il y a des tas de choses dont on nous a prouvé qu'on croyait qu'elles existaient. La foudre, on croyait que c'était Dieu, c'est de l'électricité. Et on peut prendre des choses plus récentes. Il y a des champs entiers du savoir qui sont remis en cause par moment. Donc moi, je suis d'accord, si demain... je pense, grâce à d'autres, que l'inconscient n'existe pas, je reviendrai sur ma croyance. Pour moi, la théorie, c'est une croyance. C'est une croyance datée, d'une époque, dans un contexte. Et voilà, donc ça n'est que ça. Mais je travaille avec ça aujourd'hui. Donc je crois à l'existence de l'inconscient. Et l'inconscient, il résiste très fort. Et plus il date de plusieurs générations, plus il résiste fort. Donc je ne sais pas trop quoi répondre à ta question, si ce n'est que des lectures, des films, des discussions, mais des discussions où on a la place de discuter, je le redis. Je ne sais pas, parce qu'en dehors de l'espace thérapeutique où mon cadre me permet d'y aller au marteau-piqueur, comme je disais tout à l'heure, en dehors de ce cadre-là, je ne me permettrai pas d'y aller comme ça. C'est le cadre qui m'autorise. C'est parce que la patiente, le patient vient me demander de l'aide et qu'à un moment donné, je vais lui dire, j'aime pas, je ne vais pas aimer ce que je vais faire, mais je pense que je dois le faire. Je vais négocier tout le temps comme ça, mais en dehors de ce cadre-là, je ne sais pas comment on assouplit les défenses, les résistances. Pour moi, c'est le cadre... vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est le cadre psychanalytique qui me permet d'y aller, en fait. Parce que l'autre est demandeur aussi. Et que je me dis que... Alors moi, j'ai aussi une posture qui fait que je préfère que ça s'arrête sur quelque chose d'énoncé, plutôt que de tourner autour du pot pendant plein de séances, et que le patient y reste, mais que je n'ai pas dit ce qu'il y avait à dire et à travailler. Donc je pense depuis toujours qu'il vaut mieux une relation qui se suspende sur quelque chose d'énoncé qu'une relation qui traîne dans le non-dit, y compris du thérapeute. Après, le thérapeute, il faut qu'il prenne le temps d'aller se faire superviser, d'aller travailler sur lui. C'est Inès qui répondait ça. Comment on reste debout en entendant à longueur de journée des histoires de souffrance depuis des dizaines d'années? On reste debout parce qu'on a travaillé sur nous. Moi, derrière moi, j'ai une analyse de 5 ans à 3 séances par semaine. Voilà, et ça c'est la première tranche d'analyse. Et après j'en ai repris régulièrement et des supervisions. Et voilà, et pour entretenir, de garder cette énergie-là, dont je m'excuse si elle a fait souffrir quelqu'un il y a quelques minutes, mais moi j'ai l'habitude de dire ce que je pense. Et il ne faut pas me donner le micro si vous ne voulez pas que je le dise. Voilà. Autant j'ai un problème avec les conférences, autant j'ai pas trop de problème pour donner mon avis, mais je veux bien discuter. Peut-être même je serai là demain à 16h30 pour discuter avec vous, mais avec plaisir. Mais voilà, l'inconscient, en dehors de l'espace thérapeutique, il est
très difficilement travaillables. En fait, il y a des choses qui ont un effet sur l'inconscient. Par exemple, je sais pas, on peut regarder un film, puis tout d'un coup, ça nous fait un tilt, un insight, quelque chose qui s'éclaire. Mais en séance, en séance avec un psychanalyse, il est l'objet du travail. C'est pas pareil. Donc, en dehors de l'espace psychanalytique, des éléments, des rencontres, des lectures, de la culture, l'art peuvent avoir un effet sur notre inconscient, mais c'est un effet, tandis que dans l'espace psychanalytique, c'est l'objet même du travail. Vous voyez la différence ? Malheureusement, je suis venue en retard, donc je ne sais pas si ça a été abordé, mais ça m'intéresse de savoir quel est votre lien avec les constellations familiales. Je commence à avoir quelques idées sur cette approche-là, et je me rends compte justement, c'est souvent, ça peut être un travail, j'ai quelques réserves aussi à Hellinger, justement, par rapport à son cadre extrêmement normatif qu'il défend, mais c'est c'est aussi une approche, disons, marteau-piqueur, dans le sens de la psychodynamique de groupe, je dirais de possession psychique. Donc, qu'est-ce que vous aurez à dire là-dessus, justement, dans le contexte de transgénérationnel ? Moi, je ne connais pas du tout les constellations familiales, donc j'ai rien à en dire. Je m'excuse. Voilà. Sur d'autres cadres de référence, je peux peut-être plus avoir quelque chose à dire. Moi, mon cadre de référence, c'est la psychanalyse. Mais une psychanalyse ouverte à plein de lectures. Quand je vous écoutais, je pensais à Dolto, qui a aussi... moi, c'est vraiment ma grand-mère en psychanalyse, et pourtant, elle a pris des positions, notamment sur la liberté sexuelle des enfants après mai 68, voilà, que je ne partage pas. D'autres philosophes, elle a dit des choses gravissimes, et pourtant, c'est ma grand-mère en psychanalyse. Si je fais mon arbre généalogique de la psychanalyse, voilà. Mais je n'adhère pas à ce qu'elle a dit à ce moment-là, bien évidemment. En même temps, je ne sais pas ce que j'aurais dit en 68. Voilà, c'est ça la question. Quand on regarde aujourd'hui, quand on regarde hier avec les yeux d'aujourd'hui, on le regarde de manière trop jugeante. Moi, quand je travaille en psychogénéalogie, si j'accompagne la fille d'un homme qui a torturé en Algérie, je vais travailler avec cette personne d'abord en lui disant que moi, je sais ce que j'aurais aimé faire pendant la guerre en Algérie, mais je ne sais pas ce que j'aurais fait. Parce que peut-être j'aurais eu tellement peur que j'aurais vendu n'importe qui, que j'aurais dénoncé n'importe qui. Donc il ne faut pas confondre qui on aurait voulu être et qui on aurait été, parce que dans le contexte, aucun d'entre nous ne sait qui il aurait... Enfin, moi, dans tous les cas, je vais le dire que de moi, je ne sais pas si j'aurais eu les moyens psychiques de mes valeurs. Parce que c'est ça la question. Et même aujourd'hui, je ne sais pas si dans toutes les situations, j'ai les moyens psychiques de mes valeurs. J'aimerais bien, par exemple, si je vois une femme se faire casser la gueule dans la rue, être capable d'intervenir. Mais je ne sais pas si ma peur, elle me ferait pas prendre mes jambes à mon cou. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est compliqué de regarder hier avec les valeurs d'aujourd'hui qui, heureusement, quand même, ont évolué. Voilà. Et donc, si j'accompagne cette patiente dont le père a torturé en Algérie, je vais lui dire exactement ce que je suis en train de dire, que moi, je le regarde. Je me demande comment elle peut faire avec ce père-là pour le regarder sans le juger, tout en jugeant des actes, tout en ayant un avis politique. Mais ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si je suis claire. Si, très clair. Okay. Après, moi, je voulais revenir sur le mot rupture. Alors, ça peut être intéressant en soi, mais ça me fait penser au travail de Inès Gauthier, et de ce qu'elle avait dit justement sur comment elle fait pour travailler justement avec les agresseurs. C'est que, oui, elle prend acte de ce qu'a fait l'agresseur, mais en même temps, elle a ce positionnement éthique en tant que clinicienne qui sait qu'il y a quand même une partie saine. Et c'est avec la partie saine du patient qu'elle va travailler. Donc, c'est toute l'ambivalence, c'est toute la question de l'ambivalence psychique aussi qui fait que, qu'on est dans la névrose et qu'on n'est pas dans la psychose, qui est que l'être qui est en face, il y a une dualité en lui et qu'il y a, il peut être victime et agresseur et que en lui ça peut s'articuler comme ça et que quand on parle de rupture, moi tout de suite je pense clivage en fait. C'est pour ça que là il faut qu'on soit très prudent. Je pense qu'on fasse très attention
de ne pas être victime justement des effets de l'inceste, qui produit ça en permanence. C'est-à-dire, on est contre, on est pour. Il y a ceux qui ont entendu, il y a ceux qui n'ont pas entendu. Il y a ceux qui en parlent, il y a ceux qui n'en parlent pas. Il y a ceux qui vont se coller à la victime et puis qui vont... Enfin, vous voyez, ça crée en fait un monde complètement binaire, après qui ne se rencontre pas. Et ça, c'est les effets du clivage. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit... Et c'est formidable aussi, du coup, à chaque fois, de dire prenons soin en fait, de comment on se parle, parce qu'on est agi par ça. Et toute la semaine, on a été agité par cette question du clivage. Et du coup, pour moi, plus je pense rupture, plus je pense clivage, et plus je pense... oulala, attention qu'on ne se trompe pas de combat quoi, entre nous. Parce que là, ici, il n'y a que des soignants, il n'y a que des soignants, puis des gens, des victimes, des soignants, et des soignants qui ont été victimes, et voilà, bon, vous avez compris. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit prudent, et que moi, je pense plutôt, ce que j'invite mes patients à penser plutôt séparation, conflit. Ok, on peut être en conflit, on peut discuter, on n'est pas d'accord, on s'échauffe et tout, mais pas rupture. Parce que dans la rupture, en fait, qu'est-ce que c'est la rupture ? C'est laisser l'autre sans mots. C'est dire, c'est même pas dire je suis pas d'accord, c'est on s'en va et puis j'ai même pas, je m'en vais sans explication quoi. D'inviter du coup à la séparation, du coup au conflit, mais pas à la rupture qui entraîne pour moi des clivages. Mais c'est mon positionnement clinique. Juste, je veux bien reprendre juste en écho à... je ne sais pas quoi, mais j'ai pensé à ça. Donc, Inès Gauthier, elle a parlé aussi de quelque chose qu'on a repris dans l'un des ateliers de psychogénéalogie, sur le fait que le parent incestueux, ou le parent qui fait le fort, comme ça, qui fait le puissant, le dominant, s'il fait le puissant et le dominant, c'est parce qu'il a une faille narcissique. Et c'est cette faille narcissique qu'il essaye de combler par sa toute-puissance, son pouvoir sur l'autre. Alors ça ne l'excuse pas, je redis ce qu'elle a dit, ça ne l'exonère pas, ça ne l'excuse pas. Il y a une différence entre sur le plan judiciaire, c'est très clair. Il y a une victime et un auteur. Mais moi, j'ai l'impression que, dans tous les cas, moi, ce qui m'a aidé à faire la paix avec mon histoire, c'est d'historiser le comportement de ceux qui m'ont agressé. Parce que et ça ne les excuse pas, ça ne les exonère pas, ça n'évite pas forcément de judiciariser. Moi, je trouve souvent que l'énergie qu'on met dans la justice, elle est très coûteuse pour le fait qu'elle rapporte peu. Mais en même temps, si on veut faire évoluer la justice, peut-être des fois, il y a une dimension militante à aller lui demander des comptes. Voilà. Mais dans tous les cas, historiser le comportement de nos ascendants, et ça, c'est autant vrai pour des comportements en temps de guerre que pour des comportements incestueux. Moi, je pense que ça permet de faire la paix pour soi, pas la paix avec l'autre. Avec l'autre, dans la réalité externe, on fait ce qu'on veut. On le voit, on le voit pas, on lui parle plus, on lui parle, c'est une chose. Mais dans ma réalité psychique, dans la réalité psychique des personnes que j'accompagne, faire la paix avec son histoire en historisant le comportement de nos ascendants, moi, il me semble que c'est un chemin possible. Mais c'est, encore une fois, chacune va trouver le sien. Et le mien n'est pas celui de la personne que j'accompagne. Et c'est ça justement que ça nous demande aussi en psychothérapie ou dans le travail sur les groupes, c'est de ne pas projeter nos modes de résolution sur le chemin que va prendre l'autre. Et des fois, il prend un chemin, voilà, des fois auquel je peux avoir du mal à croire, mais si c'est son chemin et que ça marche, c'est ça l'idée. C'est une question de j'ai pas compris. Faille narcissique, donc c'est difficile de suivre la suite. Je peux le dire en 2 mots, tu veux bien? Oui, voilà. En fait, c'est une blessure narcissique de départ. Balint, il parle d'un défaut fondamental. C'est quelque chose sur l'estime de soi, si je veux mettre des mots plus simples. Voilà. C'est-à-dire, vous voyez, un défaut, c'est au sens de l'industrie. Quand une pièce, elle est produite en industrie, si elle a un défaut, elle est plus fragile. Eh bien, l'être humain, quand il a au cœur de son identité une blessure narcissique, une faille narcissique, un déficit d'estime de soi, quelque chose qui fait qu'il ne se considère pas, certains, pour tenir, ils font l'effort, ils dominent. Vous pouvez l'appliquer à plein de noms si ça vous va. Moi, j'en ai déjà en tête. Plus politique qu'autre chose, donc je peux pas. J'ai dit que je parlais pas de politique. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est ça. Quand il y a cette faille narcissique, ce qui est compliqué, par exemple, pour travailler avec les auteurs, ce qui est compliqué, c'est que comme la personne elle a cette faille narcissique, si elle allait travailler, si elle lâchait de faire le fort, de dominer,
d'incestuer, de violer, d'agresser d'une manière ou d'une autre, elle s'effondrerait. Donc à ce moment-là, ce qui permet d'aller travailler, c'est la relation qui existe entre le patient auteur et le thérapeute, qui permet de soutenir cet effondrement, comme on soutient un bébé, comme la mère, elle soutient le bébé, comme le holding. Voilà. Et c'est ça la faille narcissique. C'est un peu plus clair ou pas? Non? Si? Oui, ben, je mets le vrai mot. Le vrai mot en psychanalyse, donc je dis le vrai mot, et après je fais des synonymes. Le vrai mot, c'est la faille narcissique, ou le défaut fondamental, comme le dit Balint. Moi, ça s'entend, oui. Je voulais déjà, en tout cas, j'ai envie... Ça s'entend pas? À quelle heure on arrête? Tu mets sous mon... Voilà, maintenant ça va. Alors, j'ai envie de dire merci pour toute cette semaine et pour toutes les interventions, tout ce qui a été dit. Et parce que ça m'a ouvert vraiment des nouvelles choses. J'ai l'impression que ça m'a changé, ça a changé ma façon de voir. Et je me pose aussi la question comment qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et aussi et je veux un petit peu rebondir sur la question qui a été posée tout à l'heure par Nathalie. Et parce que tout d'un coup, il m'est venu une idée. Je pense que, en fait, effectivement, je regarde certaines choses que je savais par bribes sur ma famille. Je les regarde je les vois avec un autre regard depuis d'un coup, en fait. Comme si ça avait vraiment une autre signification. Parce que je savais très peu, mais en fait, je le savais sans y donner beaucoup d'importance. Et d'un coup, ça a une importance pour moi très personnellement, en fait. Toutes les violences et les traumatismes qu'il y a pu avoir, que je savais très peu, quoi. Et je ne m'intéressais pas beaucoup. Et en fait, je fais des liens. Il y a des liens qui se font, et je pense que c'est ça, en fait, quelque part, où il y a des choses de l'inconscient, peut-être, qui, tout d'un coup, ça sort parce que ça a une importance d'un coup. Et puis, peut-être, c'est ça qu'on peut juste, s'il y a de l'écoute ou s'il y a de l'intérêt, des fois, dire à des gens proches, ça me fait ça, et je pense à ça, et ça me fait ce lien-là. Peut-être je n'ai pas raison, mais moi, ça me fait ça. Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est comme ça, parce que je me demandais comment je peux contribuer à un changement voilà. Est-ce que ça passe seulement par la thérapie ou est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et c'est ça ce qui m'est venu, en fait, un petit peu. Moi, je disais que l'inconscient, le seul endroit où je me sens en confiance pour le travailler avec l'autre, c'est dans mon cadre, dans mon dispositif psychanalytique. Mais pour moi, cette semaine, c'est un dispositif, la semaine que vous avez mis en place. C'est un dispositif. Donc c'est un dispositif dans lequel, avec mon bémol de tout à l'heure, des choses en confiance ont pu se travailler. Et ça ne m'étonne pas ce que tu dis. C'est-à-dire que dans ce dispositif immense qui a été mis en place, qui a un cadre, qui est contenant, vous avez pu travailler certaines personnes, des éléments de votre histoire, y compris des dimensions inconscientes, et que tu vas les incarner dans ta famille maintenant. Que tu les mettes en mots ou pas, tu vas les incarner. Voilà. Mais je pense important, par contre, dans ce que tu dis, de dire « je », de dire « moi, j'ai pensé ça, moi, ça m'a fait ça ». Même en famille, pas imposer sa vérité à l'autre. Voilà. Et tout de suite, si on sent que l'autre n'est pas prêt, ben, on fait un pas en arrière, on fera un pas en avant un autre jour. Voilà. Mais ça c'est vraiment... Moi, j'ai un dispositif en séance, c'est mon cadre interne, c'est-à-dire tout le travail que j'ai fait sur moi, mes supervisions, mon histoire personnelle d'abord, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on n'a pas tous le même style non plus, comme psychanalyste, parce qu'on n'a pas tous la même histoire personnelle. On en parlait un petit peu avant de venir. Donc après, la forme de nos interventions, nos manières de travailler avec les patients n'est pas la même, mais on a un cadre interne qui nous tient, c'est-à-dire qu'on a la théorie à l'intérieur de nous, le travail qu'on a fait sur nous, nos histoires personnelles. Donc on a ce dispositif. Et on a la théorie qui nous tient aussi. Et on la revisite assez régulièrement. Là, cette semaine, vous avez mis en place un immense dispositif qui a fonctionné comme un contenant et qui a permis à chacune de faire un bout de route, j'espère, sur elle-même ou sur lui. Je vous souhaite que ça ait pu avoir cet effet-là. Et vous l'emportez avec vous. Oui, justement, j'ai une question à propos de la méthodologie en psychogénéalogie.
Je trouve que c'était très intéressant ce que vous avez dit toutes les deux. Et je me demande en fait si la psychogénéalogie, c'est juste un dispositif auquel on recourt en début ou à un moment seulement de la thérapie, ou est-ce qu'on fait des allers-retours? En fait, je n'ai pas compris si ça consiste uniquement à établir un arbre généalogique et ensuite de réfléchir à la manière dont il est agencé. Et ensuite, comment on fait? C'est quoi en fait la psychogénéalogie concrètement appliquée à la psychanalyse? Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là, mais c'est une interaction entre la psychanalyse et la psychogénéalogie. Moi, je pratique une psychogénéalogie d'inspiration psychanalytique. C'est-à-dire que je pense qu'il y a de l'inconscient. Par exemple, un psychogénéalogiste pourrait travailler un peu comme une thérapie comportementaliste, sans prendre les dimensions inconscientes en compte. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, quand je travaille en psychogénéalogie, je prends les dimensions inconscientes en compte. Moi, je le travaille tout au long du travail avec la personne. Je le trace en début de travail et je le trace. Alors moi, j'ai une prise de notes qui trace la généalogie de la personne en séance. Alors contrairement aux ateliers où je propose aux participants de tracer leur généalogie, moi quand je travaille en séance, c'est moi qui prends mes notes en traçant la généalogie. Et j'y reviens sans cesse, tout au fil du travail. Et donc on fait tout ça au crayon à papier et à la gomme parce qu'il y a plein de moments où on le revisite. Le travail généalogique, on le revisite. Voilà. Parce que la personne, elle va amener des éléments, c'est ce que disait Sandy, on cherche tout ce qui peut venir stimuler l'inconscient. Donc ça peut être des photos, ça peut être le livret de famille, ça peut être le carnet de santé, ça peut être tout ce que vous voulez tout ce que la personne veut arrive en séance. Et avec ça, on retravaille sans arrêt cette généalogie. Ça te répond ou pas ? C'est une discipline, avec des éléments théoriques, un dispositif, alors qu'on peut faire varier, ça peut être en individuel, en collectif. Moi, je l'utilise en institution, dans ma tête aussi. Pour moi, le prototype des rapports asymétriques, c'est la relation parent-enfant. La première des relations asymétriques qu'on ait vécues, c'est l'asymétrie de génération. Celle-là, on l'emmène partout avec nous. Par exemple, ici, c'est moi qui suis là et vous là. Si tout à l'heure, c'est moi qui suis là et vous là, on change d'asymétrie. Tu vois, on l'emmène partout. Moi, je l'ai partout, cette lecture-là. Je fais un organigramme en entreprise, j'ai ce cadre de référence dans ma tête, tout le temps. Je suis désolée, je n'ai pas une question, j'ai plutôt beaucoup d'émotions depuis ce que je nommerais comme un léger conflit qui a été visibilisé tout à l'heure. Je suis désolée, j'y reviens parce que ça me brasse. Moi, je cherche de l'unité, justement, et je pense que le conflit, ce n'est pas une agression, et qu'en fait, ne pas être d'accord, ça génère au contraire beaucoup d'échanges et de compréhension, de chercher le chemin de compréhension des unes et des autres. Et sur cette question de Freud, que moi je saisis mal parce que je ne suis pas une théorique, par contre je suis une émotive, et moi j'ai l'impression que ce que j'entends beaucoup aujourd'hui aussi dans le combat autour des violences sexuelles et sexistes, c'est qu'elles sont complètement liées à une société de domination. Si on n'aime pas le mot patriarcal, c'est une question de domination. Et par exemple, quand j'entends parler de failles narcissiques, en fait, moi j'entends parler aussi de viol d'opportunité en ce qui concerne l'inceste. Alors en quoi c'est narcissique en fait ? C'est de l'opportunité, c'est de la domination. Moi, c'est ça que je ressens et que je vis vraiment, c'est comme ça que ça résonne en moi. Du coup, je ne comprends pas qu'on mette en opposition des dogmes comme Freud, j'ai l'impression, ont permis à cette société de domination d'exister. Les questions de méritocratie, vous voyez ? Si c'est bien ce que tu fais, tu vas mériter, tu vas être en haut, tu vas être le meilleur. Donc c'est ça qui nous écrase. Pour moi, il y a un lien là à faire, je ne sais pas si je suis claire dans tout ce que je raconte. Pour moi, un théoricien, c'est la résultante de la société du moment dans lequel il vit. Donc c'est pas Freud. Et même si, encore une fois, la théorie du fantasme, je vous dis, moi, jamais j'ai pensé qu'une victime d'inceste fantasmait l'inceste dont elle a été victime. Donc je suis absolument pas là-dessus. Et le DIP, je suis d'accord pour le repenser au regard de ce qu'Eva Thomas en dit, il n'y a pas de souci. Mais moi je pense que Freud, il est la résultante de son époque, comme plein de chercheurs, comme Dolto dans ce qu'elle a écrit, comme Foucault qui a écrit des trucs aussi. On prend comme Barbara. Barbara, elle a écrit L'Aigle Noir. Mais dans une autre chanson, elle écrit « Il n'y a rien de plus beau que les amours incestuels ».
Où elle est cette phrase? Personne n'en parle. C'est comme s'il fallait toujours qu'on ait des gens entiers, en fait, et qu'on aime tout de quelqu'un ou qu'on jette tout. Moi, je ne suis pas là-dessus. C'est le clivage. Moi, je ne suis pas là-dessus. Je suis sur repenser des éléments qui ne me vont pas. Et d'ailleurs, je ne les repense même pas. Je ne m'y intéresse pas. Je ne suis pas sur un combat politique. En plus, moi, mes espoirs politiques, ils sont dans le travail sur soi. Tant que chacun n'aura pas fait assez la paix avec lui-même, le monde sera en guerre. Donc on peut bâtir des idéaux. Pour changer le comportement de quelqu'un, il faut changer d'où ce comportement vient, de quel élément traumatique de son histoire. C'est un travail de fourmi. Après, moi, je pense qu'il faut qu'on soit chacun dans nos énergies, à nos places. Il y a le militantisme, le féminisme, les associations, les psys qui travaillent sur les blessures. Tout ça, si ça concourt à une société plus en paix, voilà, je suis OK. Oui. Moi, je m'inscris en faux par rapport à ce qui vient d'être dit. Je suis désolée. Moi, je veux défendre un peu la rupture. Ouais, désolée. Mais non, mais à partir de mon histoire personnelle, si je regarde en arrière, je ne suis faite que de ruptures. Rupture de classe, rupture familiale, rupture conjugale. Que des ruptures. Et ces ruptures, ça m'a permis d'avancer. Ça m'a permis d'avancer. Alors évidemment, quand je parle de rupture, ça ne veut pas dire que je prends un flingue et que j'assassine tout le monde. Hein. C'est bien ça. On peut discuter. Mais la rupture, c'est vachement intéressant. Ça permet d'avancer. Ça permet de faire des progrès. Ça permet d'avancer. Ça permet de dire surtout ce que je ne veux pas. Hein, ça permet de dire non. Ça permet de dire ça, je ne veux pas. À défaut de savoir dire ce que je veux. C'est pour ça que c'est vachement utile. Donc il faut, moi je le défends. Je défends le concept de rupture. Et ça permet aussi de faire des ruptures idéologiques. Ça permet de politique, de tout un tas de domaines. Donc je trouve ça très pratique. Pour une apologie de la rupture. Allez, on va créer un courant. C'est ça ? Je peux juste dire quelque chose avant la question. Peut-être ça dépend comment on les vit, les ruptures. Peut-être ça dépend à quel moment elles arrivent, si on est mûr pour les vivre. Voilà, ça dépend de plein de choses. Donc bonjour, moi ça ne sera pas une question. Je crois que c'est juste un partage de ce que ça m'évoque sur le moment. À la fin de cette semaine qui a été riche en multiples, vraiment avec multiples approches, multiples groupes, multiples personnalités, multiples histoires, multiples prismes, multiples façons de voir les choses qui peuvent être complémentaires et dans du trauma. Du coup, et le but est pour moi de plus, et de ce que j'ai compris, c'est plus on mettra des mots, du sens à son histoire, enlever les fantômes, mettre de la conscience, et bien peut-être que, et c'est ce que je souhaite à tout le monde, et d'être en groupe sur ce sujet-là, bien ça sent, c'est pour avancer, et merci à cette semaine qu'elle existe, parce que chacun on va repartir, il y en a qui viennent de très loin, tout le monde va repartir avec ce cheminement, ce qu'il en a compris, ça va bouger autour de soi. À un moment, vous avez évoqué le mot de sublimation, et ça me fait du bien d'entendre ça aussi, ce mot-là, dans la semaine, de comment on peut transformer l'horrible, quelque chose qui peut détruire, mais quelque chose aussi qu'on peut en transformer, et en faire chacun, il y en a, ça sera dans du militantisme, dans des combats, il y en a, ça sera dans des métiers, il y en a, ça sera dans sa famille, au quotidien, autour de soi, et comment essayer de transformer des thérapeutes, voilà, d'essayer de transformer ça, cette merde horrible qui date depuis la genèse du monde, je pense, et après, avec plein de termes, moi je suis pas trop je comprends pas tout ça, mais je comprends juste que j'ai besoin d'espoir et d'essayer de faire de cette merde quelque chose un beau terreau fertile, quoi, pour plein de projets. Oui, bonjour. Moi, je voulais intervenir ou poser une question autour de la dimension sociale, pour sortir un peu de la question de Freud, de la psychanalyse. Je trouve que de se rattacher à un courant à l'heure actuelle, c'est un peu dommage, il y a des choses qui bougent.
je crois que la question de la faille narcissique, elle est tellement le lit du patriarcat aussi, dans le sens où il y a des constructions masculines et des injonctions masculines à la domination et des mécanismes de domination qui viennent se superposer à des mécanismes de défense, comme vous disiez, qui peuvent être... Enfin, il y a un plan personnel, du coup, du côté faille narcissique, mécanisme de défense, et du coup, rapport de domination. Mais il y a aussi toute une construction sociale qui finalement crée les mêmes mécanismes chez beaucoup d'hommes ou de personnes assignées hommes. Et comment la psychogénéalogie travaille pour dire, en fait, c'est un mélange des deux et qui vient s'enchevêtrer à plein d'endroits. Et... La psychogénéalogie, elle travaille sur l'individu. Elle travaille pas. Et travailler sur l'individu, ça a un effet sur la société. Ça, c'est le chemin de la psychanalyse et de la psychogénéalogie. Après, il y a d'autres chemins, mais moi, je crois qu'on va être dans une confusion si on mélange tous les chemins. Moi, je pense que chaque chemin a sa place. Moi, je crois au changement à partir du travail personnel. J'ai milité longtemps, j'étais trotskiste quand j'étais jeune. J'ai trouvé que les trotskistes, ils étaient aussi dominants que les autres. Et les hommes particulièrement. Donc ça m'a fait quitter cet engagement-là, parce que dans cet engagement-là, je ne me suis pas retrouvée. Mais ceux qui s'y retrouvent aujourd'hui, hier ou demain, tout ça, c'est ce que vous disiez tellement bien. Elle est partie, la personne qui disait ça là, je ne sais plus. Voilà. Vous disiez ça tellement bien, concourons tous et toutes, et encore un autre mot s'il faut, chacun de notre place, avec nos croyances, nos énergies, nos engagements, à aller vers plus de civilisation et moins de barbarie. Mais chacun de notre place, chacun avec nos compétences, nos croyances, à mélanger. Moi, j'ai jamais vu dans un lieu où le débat était sociologique arriver la dimension de la psyché. C'est toujours dans les lieux où on travaille sur la dimension de la psyché que la dimension politique arrive. Donc je me demande pourquoi on ne peut pas séparer et complémenter ensuite les espaces de réflexion? Pourquoi ça se passe toujours dans le même sens? Moi, je voudrais dire quelque chose, si j'ai encore 5 minutes, je ne sais pas, sur le conflit. 5 minutes. Sur le conflit, moi, je pense qu'il y a... Je voudrais vous donner 2 points sur le conflit. Moi, je pense qu'il y a 2 dérèglements du rapport au conflit. C'est chercher le conflit ou l'éviter. Après, je pense qu'il y a des situations pour évoluer qui ont besoin du conflit de point de vue. Sauf que le conflit de point de vue, parce que si c'était juste un conflit de point de vue, ça serait facile. On ne serait juste pas d'accord sur le contenu des points de vue. Mais les points de vue, ils sont chargés de blessures, ils sont chargés d'ego, ils sont chargés de plein de choses. Et c'est ça qui rend le débat, la discussion, le conflit au sens, le conflit qui fait avancer la réflexion, ça le rend difficile parce qu'il est chargé de blessures et de violences inconscientes. Et moi, je suis psychanalyste, je ne sais pas si Sandy, elle y arrive, mais moi, je n'arrive pas à débrancher le ressenti des violences inconscientes. Mais moi, je déteste les groupes de psychanalystes pour ça. Hein, parce que Anzieux disait, il y a autant de violence dans un groupe de ferrailleurs, et il n'avait pas dû prendre cet exemple au hasard, que dans un groupe de psychanalystes. C'est plein de violences inconscientes. Et voilà, comment on fait pour avoir suffisamment cicatrisé ces blessures et ces violences inconscientes pour pouvoir échanger plus, je ne vais pas dire juste, parce que ça c'est ambitieux, mais plus juste sur du conflit de point de vue. Vas-y. C'était pour, j'espère, quelque part clore du coup notre rencontre, mais c'est... moi je suis d'accord pour dire que tout est politique, mais dans un espace thérapeutique, nous ce qu'on interroge effectivement, c'est comment la grande histoire vient rencontrer la petite histoire. La petite histoire, c'est l'histoire de notre famille. Voilà, et nos familles, elles ont été percutées par les avancées, les pensées idéologiques, sociologiques, par les guerres. Et dans l'espace que nous, on propose, c'est d'aller interroger, de parler de cette grande histoire aussi, mais de quelles répercussions ça a eu sur la petite histoire qui est celle qu'a construite notre famille. Voilà. Enfin, je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Moi, j'ai envie de dire plein de choses. Je vais essayer de dire un petit truc, si j'arrive à rassembler un petit peu. Et il y a aussi de l'émotion avec tout ça. En tout cas,
le vécu d'inceste et de violence sexuelle, peut-être il remonte à la nuit des temps, ça j'en sais rien. Je ne sais pas comment c'était traité dans les époques avant. Ce que moi je connais, en tout cas par rapport à le contexte social et politique dans lequel moi j'ai évolué et grandi, et l'histoire que je connais d'avant le contexte dans lequel je suis né, et donc ça remonte pas très loin et je suis pas un expert et j'en sais rien. En tout cas, ce que je ressens, c'est que des pratiques comme la psychanalyse ou toute autre pratique, l'anthropologie, la sociologie, ont développé des cadres conceptuels et des outils qui étaient situés dans un contexte social et politique dont ils ont... et du coup, là, je me complique la vie. Juste pour dire que dans l'expérience que moi j'ai, dans ce que j'ai pu lire, d'avoir été violé et incesté en tant que garçon, et la proposition qui m'a été faite ensuite par la psychanalyse ou d'autres thérapies ou par la sociologie ou l'anthropologie, c'était de reconstruire un homme qui serait l'homme normal dans cette société binaire et patriarcale. Et que du coup, le chemin de guérison proposé est de rejoindre les rangs du patriarcat hétéronormé, en fait. Et comme le dit très bien Dorothée Ducy, en fait, la domination des adultes sur les enfants au sein des familles, elle s'exerce autant sur le garçon que sur la fille, mais le chemin qui est proposé à la fille et au garçon ne sont pas les mêmes. La fille, on lui apprend la domination du père pour qu'ensuite elle accepte la domination du mari. Le garçon, on lui apprend la domination du père pour que lui ensuite devienne aussi violent que le père pour se faire reconnaître par son père et ses pères, P-A-I-R-E-S, qui sont les hommes de cette société. Et du coup, voilà, moi je suis désolé d'avoir fait ressentir de la violence ou je sais pas quoi, mais c'est hyper violent en moi ça. Et du coup, j'ai pas du tout envie d'être cet homme-là qu'on me propose d'être, y compris dans les cadres du soin institutionnel, de la psychanalyse ou autre. J'ai pas envie d'être l'homme qu'on me propose d'être dans les cadres conceptuels de l'anthropologie et de la sociologie. J'ai envie d'être autre chose et je sais pas c'est quoi autre chose. Et je sais que j'ai envie qu'on en discute et qu'on apprenne ensemble à trouver un autre chose. Mais est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Non, mais je la prends pas du tout comme une attaque. Moi, ça va, je me sens pas attaquée. Mais j'en ai un peu assez que l'argument, ça soit te sens pas attaqué. Je me sens pas attaquée. J'ai juste pas envie d'être dans un climat comme ça de violence inconsciente. Par contre, moi, je sais pas si tu as écouté ce que j'ai dit, parce que moi, ce que j'ai dit, moi comme psychanalyste toute seule, hein, je sais pas les autres psychanalystes, hein, mais moi, j'invite chacun, accompagner quelqu'un, c'est l'accompagner à trouver son chemin. J'espère qu'Ilang, tu m'écoutes, mais oui. D'accord, ok. Alors, moi, ce que j'ai dit, mais sûrement parce que j'ai pas grandi dans de la norme. J'ai grandi ailleurs que dans la norme. C'est pour ça que j'ai bossé avec des publics marginalisés. Donc moi, ce que j'essaye, c'est que chacun advienne, c'est-à-dire devienne lui-même. C'est ça le pari de la psychanalyse tel que moi je l'exerce. Et c'est un sacré pari parce qu'on s'en prend plein la gueule un peu de partout. Donc le pari, c'est que chacun advienne, devienne lui-même, s'individue, laisse les valises aux générations d'avant. Et dans les valises, il y a le patriarcat, et on n'en parle pas, mais il y a le matriarcat. Parce que sacré pouvoir des mères aussi, des mères complices d'inceste, dont on ne parle absolument pas. Voilà, donc là, il y aurait à aller débattre aussi, parce que ça vient nous dire quelque chose aussi. Donc oui, le pari, je ne sais pas qui t'a rencontré, et ce n'est pas que pour la psychanalyse, mais le pari, c'est que chacun advienne. Et qu'à partir du chemin de son désir, de qui il advient, de sa libido au sens large, il trouve après les compromis possibles avec la société telle qu'elle est, parce que peut-être on a plusieurs vies, mais au moins occupons-nous de celle-là. Moi, je suis là. Je veux juste répondre parce que je pense que je me situe à l'intersection de plein de choses qui ont été dites. Alors, c'était plus facile pour moi quand mercredi matin, j'étais sur la scène là, avec ma collègue. Moi, je travaille au CIDFF 04. Ma grille de lecture du monde aujourd'hui, elle est féministe.
Et aujourd'hui, à titre individuel, je suis accompagnée en thérapie avec une grille de lecture psychanalytique. Et j'y trouve mon compte. Je suis à la croisée des chemins. Et je pense vraiment qu'on peut, je crois, parce qu'on avait le droit de croire, on a dit, qu'on peut ouvrir des nouveaux espaces d'accompagnement où on croise les deux. Et où parfois, à titre individuel, pour comprendre quelque chose et pour sortir de la honte ou d'une culpabilité de son histoire, de comprendre aussi comment fonctionne la société avec ce regard politique, ça peut aider. Voilà, et je crois qu'il y a vraiment des nouvelles choses à inventer aussi autour de ça. Mais je suis le pur produit des croisements. Je voudrais juste rajouter un petit truc qui va dans le même sens, c'est que on est ensemble et on n'est pas... on interagit aussi les uns par rapport aux autres. Et moi, par exemple, je me fais rire moi-même de me rendre compte, comme j'ai été vindicative contre la psychanalyse, et là, de sentir qu'elle était très attaquée, d'un coup, j'ai envie de... Je me prends aussi au jeu de vouloir défendre un truc que j'ai attaqué il y a peut-être 5 ans. Et voilà, on n'est pas rien. Voilà, la position, elle évolue aussi au contact de ce qu'il y a autour de soi. Et c'est très étonnant comme on peut... Mais effectivement, c'est la diversité certainement des grilles de lecture. Moi, j'utilise aussi beaucoup ce terme de grille de lecture. Et je suis contente que la grille de lecture féministe m'ait appris beaucoup de choses ces dernières années. Elle a ajouté... Voilà, la grille de lecture de la domination par l'argent est quand même celle que j'ai lue d'abord, et donc sociopolitique, et j'ai découvert la grille de lecture féministe et elle est extrêmement riche. Mais pour moi, c'est des grilles qu'on surajoute les unes aux autres, et c'est là que je sens de la richesse. Je profite pour vous parler d'un roman graphique qui m'a été conseillé par une collègue du CIDFF, qui vient de parler d'ailleurs, voilà, que je rencontre dans mon travail professionnel avec la structure. Et ça s'appelle Tant pis pour l'amour. C'est un roman graphique de Sophie Lambda. Ça décrit tout le processus d'emprise qu'elle a vécu. Voilà, et ça en parle très très bien, je trouve, moi. Donc il n'était pas sur la table, qui est pourtant super complète. Du coup, je me suis permis de l'amener. Moi, je voulais seulement rajouter que personnellement, par rapport à mon vécu, effectivement, je suis dans un parcours de soins. Je suis aussi comme au croisement entre différents... Enfin, je cherche à l'intérieur des différentes disciplines, des personnes ou de ce que je peux rencontrer en termes... que ce soit dans des groupes, que ce soit dans des temps d'écoute individuels. Donc en fait, je suis à la recherche de choses qui pourront m'aider en fait à dépasser le vécu, à en faire quelque chose de créatif peut-être par la suite. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que je ne souhaitais pas rester seule dans ce parcours de soins, dans l'idée que je vais me soigner et qu'après j'irai bien et je n'aurai qu'à continuer à vivre. Pour moi, la politisation, c'est aussi une forme d'aboutissement du soin. C'est-à-dire qu'en fait, le soin, pour moi, il passe par aussi le fait de rendre visible le fait que je ne me sente pas isolée dans la problématique que je traverse, mais qu'en fait cette problématique elle est en lien avec beaucoup d'autres vécus, et que quand on arrivera peut-être justement par de multiples expressions écrites, artistiques et autres, à se rejoindre et du coup aussi à politiser ce qui est de notre intimité, et ben peut-être qu'on parviendra justement à faire plus de liens. Pour moi, voilà, c'était vraiment pour dire ça, que le soin à soi-même est aussi quelque chose de politique à porter haut et fort. Est-ce que vous avez envie d'ajouter un mot ? Moi, je veux juste dire que j'utilise pas le mot se soigner parce que je pense pas qu'on soit malade, et que voilà, c'est ça j'aime dans la psychanalyse aussi, c'est s'occuper de sa souffrance psychique, mais c'est pas une maladie. Voilà, je résiste au mot soin. Merci à tous et merci à Dominique et merci à Sandy.